BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. L'actualité a évolué dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le week-end dernier, les combats ont repris entre les forces loyalistes et l'ennemi du M23, soutenu par le Rwanda, avec ce fameux rapport qui fait polémique, ces rapports de Human Rights Watch, qui n'est pas assis sur une base solide, qui fait encore jaser. L'Est de la République démocratique du Congo est toujours l'objet de guerre. Est-ce que cette partie du pays, politiquement parlant, est favorable au président de la FDC, Modeste Bahati, ou encore à Vital Kamerhe? Nous allons encore le savoir. Qu'en est-il aujourd'hui du départ de la MONUSCO, du déploiement de la force de l'Afrique de l'Est? Qu'en est-il aujourd'hui de l'Union sacrée de la Nation? Aussi cette déclaration du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaï, qui a dit que les élections ne sont pas une obligation, mais une question de conviction dans un environnement pareil. Que peut-on dire sur l'organisation des élections, surtout dans cette partie du pays également? Je reçois un cadre de l'AFDC, parti politique du président de l'Assemblée nationale, autorité de référence de cette famille politique, Patrick Makanga, un cadre de cette famille politique qui vient répondre à ces questions, les questions que vous vous posez à la maison. Patrick Makanga, bonjour, merci une fois de plus d'être avec nous. Bonjour Serdan et merci pour l'invitation. Bien coiffé, bien parfumé, bien habillé. Merci beaucoup. Avec mes cheveux, je suis bien coiffé. Vraiment, merci. Un joli coupe de cheveux. Merci. Alors, Patrick Makanga, vous êtes cadre de cette famille politique, de votre autorité morale, autorité de référence, comme vous l'appelez, Modeste Bahati Lukwebo. Vous avez suivi l'actualité, la question de l'Est, les combats ont repris. Récemment, le week-end, dans cette partie du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre, après 4 mois que Bunagana a été pris, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à une reprise de cette partie du pays, suite à l'offensive qui a été lancée? En tout cas, on peut s'attendre à cela à tout moment, parce que les Congolais aujourd'hui sont plus que déterminés à y mettre un terme. Et notre armée aujourd'hui, nos vaillants militaires, nos vaillants soldats sur les champs de bataille ne jurent que sur cela. Alors face à une volonté manifestée, la victoire ne peut qu'être certaine. Notre population en a marre, la population veut en finir. Et surtout ceux qui sont dans cette partie du pays, la chose qui se justifie par l'engouement, par l'expression de joie qu'ils ont, que ce peuple ont, plutôt que nos compatriotes ont, à chaque avancée de notre armée. Moi, je pense que face à cette volonté, la victoire est certaine. Nous y parviendrons. Parce que
le chef de l'État, depuis qu'il a pris la commande de ce pays, il a laissé entre les mains de Dieu. Il a laissé entre les mains de Dieu. Nous savons qu'avec la détermination que nous avons, la volonté du gouvernement qui a mis en place, qui a donné le go pour changer même les circuits de commandement au sein de l'armée, nous allons croire que le résultat escompté viendront sûrement. Ben, ce qui a déploré, c'est quoi? C'est le fait que c'est l'attitude maintenant au niveau de la classe politique. Okay. Voilà, au niveau des leaders politiques. C'est là où nous devons être sincères, d'abord envers la République démocratique du Congo qui est notre pays. La République démocratique du Congo qui est notre héritage. L'héritage légué par nos ancêtres. Ils nous ont laissé un pays avec une superficie de 2 345 000 km², que nous avons l'obligatoire, que nous avons le devoir de céder, de léguer à nos descendants en bonne et due forme. Et qu'on ne peut en aucun cas accepter qu'une partie soit cédée à qui que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle nous déplorons l'attitude un peu complice de certains leaders au niveau de notre classe politique. Il y a de ceux aujourd'hui qui, de par leurs propositions qui du reste peinent à aboutir, ne jouent que sur l'échec de l'action militaire menée par nos FARDC, parce qu'eux voient le dialogue avec le groupe rebelle. Je veux même me faire part d'une indiscrétion ici. Si le chef de l'État a refusé de se mettre sur la table avec le M23, entre autres c'est parce que ce mouvement terroriste exige l'intégration dans l'armée et qu'on leur donne des zones de défense, qu'on donne des zones de défense sous leur contrôle. C'est une histoire qu'aujourd'hui, à cause du fait que les anciens chefs de l'État ont eu accepté cela, et surtout, et beaucoup plus particulièrement, le chef d'État Joseph Kabila Kabang, l'actuel sénateur à vie, des choses qu'il a eu acceptées et qui nous a conduit aujourd'hui à l'infiltration de notre armée, de telle enceinte que non, on parle de traîtres, on parle des infiltrés au niveau de l'armée, parce que des gens qui ont combattu dans le camp rebelle ils ont été brassés au niveau de notre armée, et aujourd'hui on ne contrôle plus. Est-ce que ce brassage-là s'est fait ça s'est fait plutôt avec quelle procédure? N'avons-nous pas mis des étrangers au poste de commandement au sein de notre pays? Et ce qui fait que notre armée aujourd'hui est en quelque sorte déstabilisée à chaque action sur le terrain. Alors, le chef d'État a refusé de nous reconduire dans ce même circuit que nous déplorons aujourd'hui. Parce qu'il y a de ceux qui exigent à ce que nous puissions aller au dialogue. Nous irons au dialogue pour quelle fin? Pour que nous puissions encore céder l'intégrité, céder les pouvoirs de l'intégrité territoriale à des personnes que nous ne maîtrisons pas. Pendant que nous sommes tous d'accord ici que ce groupe terroriste, c'est un groupe rwandais. C'est un groupe rwandais. Le M23 en soi, c'est le RDF. Ce sont des troupes rwandaises qui nous combattent. Sous casquette du M23, nous allons maintenant coopérer avec ce Rwandais pour que ces gens-là puissent intégrer notre armée et que dans les jours à venir, nous puissions retomber dans des mêmes situations, dans des mêmes conditions. Moi, je pense que le temps est venu pour nous de nous prendre en charge. Devons mourir comme de braves, que plutôt accepter n'importe quoi, parce qu'on a besoin d'une paix précaire. Non. Moi, je pense qu'au niveau de la classe politique congolaise, il faudrait que tous les leaders, à tout niveau qu'ils soient, soutiennent d'abord notre armée et s'alignent derrière le commandant en chef, qu'ils arrêtent de servir les alibis à ces groupes terroristes. Du côté d'abord classe politique, il faut que... Et du côté opposé. Là maintenant, vous savez, nous sommes dans je suis d'accord avec vous, mais... Nous sommes dans une situation où j'atterris. Ah voilà, je vais aussi venir sur ça. Claudel Loubaya qui dit « Il est venu le temps de remettre en cause notre approche et de regarder la réalité avec lucidité. » Bon, je ne sais pas. Remettre en cause l'approche de la RDC face à cette question. Non, écoutez, il y a ceci. Moi, je pense qu'on ne doit pas tout le temps servir nos Congolais sur un plateau, notre pays aux détracteurs. Aujourd'hui, plus que hier, la personne qui maîtrise la situation sécuritaire de la RDC, c'est le chef de l'État. C'est lui qui a tous les services nécessaires. Il a des services de renseignement et civils et militaires.
de telle enseigne que non, la personne qui peut nous guider aujourd'hui, ce n'est que lui. Ce ne sont pas des officines politiques. Ce ne sont pas de petits bureaux de gens, des individus qui n'ont pas un arsenal que dispose le chef de l'État. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de nous aligner derrière le commandant en chef, le commandant suprême de FARDC, derrière son action, pour des résultats tant attendus. Nous devons coopérer avec le chef de l'État. Chacun de nous qui a des renseignements, qui a de quoi aider la nation à aller de l'avant, doit coopérer avec l'actuel chef de l'État. Aujourd'hui, ce n'est plus question de l'opposition, ce n'est plus question de la majorité. C'est question du Congo que nous sommes obligés à léguer à nos enfants. Nous devons léguer ce pays en bonne et due forme à nos enfants, à notre postérité. C'est d'ailleurs une promesse que nous faisons à chaque fois que nous sentons l'hymne national de notre pays. Ce n'est pas les moments de réquiser des approches mises en place qui du reste s'avèrent être salvatrices. Si vous posez la question à tous les Congolais ici, à tous les Congolais qui ont une expérience, qui déjà ont longtemps entendu parler de l'Est de notre pays, on vous dira que non, l'approche du dialogue, ce n'était pas l'approche la plus plausible. Pourquoi vous refusez le dialogue, vous, au niveau de l'Union sacrée? Non, écoutez, il y a ceci. On ne peut pas dialoguer face à des personnes de mauvaise foi. Là, ça, c'est être bête. Vous savez que quelqu'un de mauvaise foi, vous voulez dialoguer avec lui pour quelle fin? Pour quelle fin? Là, il faut être bête et être lâche. Au lieu que nous puissions mourir comme de lâches, mieux vaut mourir en homme, on doit se battre. Nous sommes un grand pays. Nous avons l'armée qui a beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus d'hommes. Moi, je pense que nous devons nous battre. C'est question que, comme déjà est en train de faire le gouvernement, de mettre en place des moyens. En termes de moyens logistiques à notre armée pour que nous puissions obtenir la victoire tant attendue. Et d'ailleurs, vous comprendrez qu'aujourd'hui, au niveau de l'Est, notre pays, l'armée avance en bonne et due forme. Pourquoi est-ce que mais malheureusement, il y a aussi un autre aspect. Je vous dis qu'aujourd'hui, l'armée a suffisamment avancé. L'action militaire suit son bon nombre de chemins. Mais vous verrez qu'il y a parmi vous aussi vos confrères journalistes. C'est là aussi il y a un problème dans le média. Vos confrères journalistes font le relais de ces terroristes. Ils font passer le message des terroristes. Ils donnent les informations venant de ces mouvements rebelles, de ces mouvements de terroristes. Voilà là où le stade qui nécessite un sursaut patriotique, même au fief de certains journalistes. Parce qu'on ne peut jamais accepter un journaliste congolais relayer l'information venant de groupes terroristes pour déstabiliser les positions de nos militaires, pour mettre en débandade nos militaires sur les fronts. Parce que nous savons tous très bien l'histoire de 1997, l'entrée de FDL, comment même des chaînes telles que la RFI, d'autres chaînes ont concouru à l'entrée de l'AFDL ici. Ils nous disaient qu'ils sont à Kwamout pendant qu'ils n'étaient pas à Kwamout. Nous disons non, l'armée en débandade pendant que quelque part il y avait des militaires qui combattaient. Nous savons que la guerre aujourd'hui, elle n'est pas seulement militaire. La guerre est aussi médiatique. Raison pour laquelle vous-même, vous, dans votre monde, vous êtes appelés à la retenue. Vous verrez tel que, par exemple, l'Union européenne a interdit la diffusion des médias russes dans son espace. Tout ça pour contrer la propagande russe, lors de son incursion au niveau de l'Ukraine. La presse congolaise n'est même pas soutenue. Vous ne soutenez pas la presse congolaise. La presse congolaise est abandonnée, elle est oubliée. Comment cette presse-là peut-elle protéger? Bon, c'est vrai, c'est notre État, c'est notre nation, mais cette presse-là, elle est abandonnée. Comment est-ce que nous pouvons nous sentir sécurisés dans ces conditions? Non, le problème est qu'on doit reconnaître certaines choses dans le sens que non, les changements doivent intervenir dans beaucoup de domaines. Entre autres aussi, il y a la presse. Oui. Vous savez, il n'y a pas que la presse, même aussi des fonctionnaires qui ne sont pas bien payés. Il y a des enseignants qui ne sont pas bien rémunérés. Ce n'est qu'avec l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a vu un enseignant qui était de 150 000 à 380 ou soit 400 000 francs congolais. Ouais. Donc pour dire que beaucoup reste à faire, entre autres aussi dans votre domaine de presse. Mais en dépit de difficultés que nous avons, il y a ce qu'on appelle l'esprit patriotique. Il y a ce qu'on appelle ce nationalisme que nous devons d'abord cultiver. Malgré face aux difficultés,
On doit d'abord cultiver le patriotisme et le nationalisme. On ne doit pas brader notre pays parce que nous avons faim. Qu'on doit brader notre pays parce qu'on n'est pas mieux rémunéré, qu'on doit saper tout ce que nous avons reçu comme héritage et laisser presque rien du tout à notre postérité. Non, non, pas du tout. Il nous faut un socio-patriotique à tous les niveaux possibles, et surtout au niveau de la presse, parce que c'est la presse qui est en contact avec la population. La presse a la possibilité de démobiliser même les militaires sur le front. Parce que si vous dites que non, tout Tamougan est par exemple est pris par le M23 pendant qu'il y a nos militaires qui sont là en train de combattre, vous voulez qu'eux se disent que nous sommes encerclés? Ils vont déserter les fronts. Ils vont déserter les fronts. Donc moi je pense qu'on doit avoir une presse responsable. Et le ministre Patrick Mouyaya, qui est chargé de la presse au niveau du gouvernement, de la communication au niveau du gouvernement, doit prendre des dispositions idoines pour mettre hors d'état de nuire tous ces intoxicateurs. Parce que nous avons besoin d'un accompagnement, nous avons besoin d'une presse d'accompagnement. Nous avons vu, nous voyons comment la France 24 accompagne l'Ukraine. Accompagne l'Ukraine. Des fois loin de la réalité, mais elle est derrière l'Ukraine. Il y a des informations qui sont traitées avant d'être diffusées. Il ne faut pas, surtout avec des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on a de presse et on a des gens qui sont maintenant, de par leur compte Twitter, n'importe comment, ils écrivent n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut réguler ces domaines. Il faut réguler ces secteurs. Il faut voir même couper certaines chaînes étrangères qui risqueraient aussi de jouer le jeu, parce que le complot que nous avons, c'est un complot sur le plan international, on ne doit pas l'oublier. Et que si c'est sur le plan international qu'on a ces complots, et que ces gens-là ont de l'emprise sur certains médias, même étrangers, ils vont nous déstabiliser médiatiquement. Et ça va encore créer des problèmes ici. Imaginez-vous un monsieur, si c'est Arabia, si c'est Christophe, si c'est Giraud, voilà, si je ne sais pas si... Il publie, il met sur la place publique les enregistrements de conversations de nos militaires sur terrain. Les enregistrements, les enregistrements téléphoniques de nos militaires sur terrain. Il a mis ça sur son compte Twitter. Vous imaginez cela? Vous imaginez cela? Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne des mesures idoines pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui tenteraient à décourager nos militaires sur le front. Parce qu'on sait que même au niveau de la presse, il y a de ceux qui sont payés, qui sont subventionnés par ce groupe rebelle. Il y a de ceux qui le sont parce qu'en voyant leurs publications, du coup on comprend que non, ces gens, en tout cas, ils ne sont plus avec les Congolais. Mais comment comprenez-vous ces propos du président de la République qui dit que la solution militaire, l'option de la guerre, sera l'option ultime si la diplomatie échoue? Comment comprenez-vous cette déclaration du président? Mais comme on dit, dans des relations internationales, on a plusieurs façons de régler un conflit. Il y a la méthode reconnue pour les hommes, la méthode étape de la diplomatie. L'autre méthode, c'est la méthode animale, c'est la guerre. Je vous dis, c'est le point culminant dans des relations internationales. Quand on ne s'entend pas, en tout cas, on se donne le coup sur le champ de bataille. Donc, le chef de l'État n'a pas inventé la roue. Le chef de l'État n'a pas inventé de nouveaux concepts. Le chef de l'État n'a fait usage que de principes de base des relations internationales. Ça, c'est tout à fait normal. Quand vous ne vous mettez pas d'accord sur le plan diplomatique, là, c'est l'option de la guerre qui doit être l'option primordiale. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on doit attendre que la diplomatie puisse réussir? Jusqu'à quand? Vous ne sentez pas que d'abord, au niveau interne, nous sommes en train de mener une action militaire? Moi, je pensais même que vous direz, mais le chef de l'État a dit la guerre, c'est le dernier recours en cas de l'échec diplomatique. Vous direz que non, comment il a dit ça, et puis en même temps, nous sommes en train de mener une offensive sur terrain. Une offensive sur terrain. Moi, je pensais que vous me direz ça. Mais vous verrez que non, le chef de l'État a dit ça, mais il n'a pas croisé les bras. On doit protéger. On doit assurer l'intégrité de notre pays. On doit, devons nous défendre, devons mettre hors d'état de nuire ceux-là qui veulent nuire. Vous verrez même que non, entre la Russie et l'Ukraine, si je dois faire un parallélisme, vous verrez que la Russie avance. Il y a une guerre sur le terrain entre la Russie et l'Ukraine. En même temps, il y a des gens qui sont pour parler. Ils continuent de négocier, ils ont gardé la communication. Donc nous aussi, on peut entrer en guerre contre le Rwanda aujourd'hui. Cela ne va pas exclure l'option de continuer à échanger. Alors, comment expliquez-vous cette disparité entre le soutien que reçoit l'Ukraine et
le fait que la RDC n'a presque pas de soutien au niveau international. Comment expliquez-vous cette disparité-là? Mais les deux pays sont agressés. Mais le problème est simple. Voilà là où les Congolais devraient en principe prendre conscience pour savoir que aucune autre personne peut venir nous porter, nous prendre à bras le corps, tout ça dans les problèmes au niveau interne. C'est raison pour laquelle nous devons avoir une attitude, nous devons avoir une position. On aura une attitude, une position comment? Parce qu'on est en face d'un complot sur le plan international où des grandes puissances sont parties prenantes. Ils sont contre nous. Pourquoi? Parce qu'eux se retrouvent derrière l'exploitation de nos matières premières. Ce sont les mêmes grandes puissances auprès de qui on demande de l'aide. Ce sont les mêmes grandes puissances auprès de qui nous voulons que la solution vienne. D'où nous voulons que la solution vienne. Non, étant donné que ces gens-là agissent non pas d'une manière ouverte, ils agissent en sourdine. Nous, on ne peut que, étant donné que le monde aujourd'hui c'est un village planétaire, on ne peut que hausser notre ton, parler pour que les gens entendent. Et que ceux-là qui agissent en catimini, en sourdine, puissent s'arrêter. Mais nous n'avons pas seulement haussé les tons, nous n'avons pas seulement parlé, mais nous sommes aussi sur le terrain en train de mener nos actions à notre niveau avec les moyens que nous avons, les moyens que le gouvernement a déjà mis en place. Oui. Mais nous savons que les complots au niveau de la République démocratique du Congo, c'est un complot sur le plan international, entre autres de ceux qui veulent balkaniser notre pays parce qu'ils considèrent les Congos utiles, la partie Est, c'est là qu'eux doivent avoir une possession, une entière possession pour qu'ils exploitent nos ressources naturelles. Pour nos ressources naturelles, raison pour laquelle ils doivent procéder par la balkanisation. Il y a même de ceux qui se disent on doit continuer en attendant la balkanisation, un plan qui ne réussit pas souvent. On doit continuer à entretenir des troubles dans cette partie parce que par les moyens de ces troubles, nous profitons pour creuser et prendre tout ce qu'il y a comme matière première. Parce que ce sont des grands lobbies qui se retrouvent derrière ce qui se passe à l'est de notre pays. Et ces lobbies-là ont de l'emprise même sur les chefs d'État. Des grands États sur les puissances. Voilà, c'est ça le problème que nous avons, raison pour laquelle il nous faut une attitude et une prise de position. Il nous faut un sursaut patriotique, il nous faut un sursaut nationaliste. D'accord. Oui, le président de la République, en tant que Congolais. Le président de la République a aussi dit, au cours de son interview accordée à BBC Afrique, que voilà, nous n'allons pas utiliser une milice. Et nous n'avons pas besoin des mercenaires russes en soutien au FARDC. Voilà la déclaration du président Tshisekedi à BBC. Mais moi je pense que... Alors, c'est cette déclaration, je ne sais pas si elle va à l'encontre de cette volonté, ce souhait de renouer un peu avec la Russie pour une coopération militaire. Ça ne risque pas de mettre à mal nos relations diplomatiques entre la RDC et la Russie, qui est aujourd'hui une puissance militaire qui a fait ses preuves, notamment au Mali et en Centrafrique. Non, mais nous devons être objectifs. Nous avons notre armée et l'armée est sur le terrain. Comment faire confiance à notre armée en même temps encore dire qu'on n'est pas incapable, il faut qu'il y ait d'autres personnes. Devons mettre... Parce que la coopération, coopération militaire. La coopération ne veut pas nécessairement dire mercenaires. Ne veut pas dire mercenariat. La coopération s'est faite aux yeux, au vu de tous. Jusqu'à présent, nous n'en avons pas. Et on pourra procéder par des mercenaires. Pendant que nous avons une armée, des vaillants, où il y a des vaillants soldats, et puis ils sont capables, ils sont déjà au front, en train de combattre, ils sont là, ils sont prêts à donner leur vie pour ce pays. Moi, je pense qu'on doit déjà avancer avec notre armée. Le reste viendra après. Pour le moment, notre armée se comporte très bien sur les champs de bataille. Aujourd'hui, selon des informations que nous avons reçues, des informations officielles, l'armée a repoussé l'M23 un peu beaucoup plus loin. Je pense que nous sommes nous sommes pas très loin de Bunagana. Et qu'avec le soutien de la population et au niveau local, et la population congolaise d'une manière générale, avec une presse responsable, avec une classe politique patriote, on va gagner cette guerre. Et cette guerre est déjà gagnée d'avance avec ces histoires mises en place. Moi, je pense qu'on doit regarder la vérité en face et avancer en tant que nation, avancer en tant qu'un peuple uni. Voilà. Une fois encore, on va analyser les propos du président Tshisekedi qui dit que Paul Kagame lui a poignardé dans le dos après 3 années d'excellentes relations. Mais bien évidemment. Monsieur Paul Kagame, une fois que le chef de l'État était venu,
à la tête du pays. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un panafricaniste. C'est un connaisseur de la politique régionale. Dans notre région, bien évidemment, permettez-moi la tautologie. Dès qu'il est venu, il a compris que l'avenir de notre région dépend des relations que nous allons tisser entre peuples, entre États, des relations de confiance. Il y a que, il faut, pour les décollages de notre région, il faut que nous puissions travailler en synergie, nous, au niveau de la région. Raison pour laquelle il faut jeter des passerelles. Il faut jeter des passerelles entre États au niveau de la région. Étant donné que la République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays de la région, et que la République démocratique du Congo représente en soi beaucoup d'enjeux pour la région, toute l'Afrique centrale d'une manière générale, et le chef de ce pays ne pouvait qu'avoir une telle attitude, de venir jeter des passerelles avec tous les pays frères, pour leur montrer qu'en dépit de vos mauvais comportements, on peut mieux faire les choses pour l'intérêt de la région d'une manière générale. Vous voyez que nous avons une région la plus sous-développée de l'Afrique. Et qu'on peut mieux faire et puis changer la course des choses. Mais malheureusement, nous sommes en face de chefs de l'État tels que M. Paul Kagame, un monsieur qui s'en fout de la politique régionale, soit il ne maîtrise pas, soit il est animé de très mauvaise foi. Pour des intérêts personnels, il est prêt à hypothéquer l'avenir de toute une région, raison pour laquelle il joue le rôle du policier, des détracteurs de la région, du policier de ces multinationales. Ils jouent leurs policiers, ils jouent leurs gendarmes ici pour déstabiliser la partie est. Est-ce que ce n'est pas l'échec de notre diplomatie qui fait que ces multinationales, au lieu de coopérer avec notre gouvernement, ces multinationales préfèrent coopérer avec le gouvernement rwandais? Est-ce que ce n'est pas la traduction de l'échec de notre politique interne? Non, le problème est que les gens se disent que la République démocratique du Congo doit demeurer dans l'état où elle se trouve maintenant, parce que si nous donnons plus de moyens à ce pays, nous serons en difficulté de continuer avec notre industrie de mafia, avec notre industrie d'exploitation illicite des ressources de ce pays. Parce qu'ils se disent, par exemple, si vous donnez à un pays tel que la RDC des moyens financiers nécessaires, la RDC aura une armée forte, parce qu'on en a connu à l'époque de Mobutu, aura une armée forte. La RDC aura une sorte de stabilité dans beaucoup de points, et la RDC deviendra une puissance. La RDC est une puissance, nous ne serons plus à mesure de faire fonctionner nos industries d'exploitation illicite des ressources premières, raison pour laquelle ils acceptent de coopérer avec d'autres pays, rendre ce pays-là fort sur le plan militaire, pour essayer de nous maintenir sous la domination de ce pays. Ce sont là leurs calculs, raison pour laquelle ils se sentent à l'aise de passer par le Rwanda, ils travaillent, ils coopèrent avec le Rwanda pour nous piller ici, parce que nous, l'Ouganda, c'est un allié ou un ennemi? Non, aujourd'hui, de par ce qui nous vient, on doit dire des vérités en face. L'Ouganda ne nous aide pas non plus. L'Ouganda joue le double jeu. Et moi, je pense que... Mais c'est avec l'Ouganda que nous menons les opérations contre les ADF. Mais comme je vous ai dit tantôt, le chef de l'État, en connaisseur de la région, en connaisseur de la politique régionale, en diplomate qu'il est, il a vu que il y a une sorte d'interdépendance de pays au niveau de la région. Raison pour laquelle on doit jeter des passerelles avec tout le monde. On doit coopérer avec tout le monde. On doit avoir de très bonnes relations avec nos voisins. Il a jeté des passerelles partout. Mais maintenant, le problème, c'est du répondant maintenant. C'est du répondant. Les répondants maintenant posent problème. Donc, pour dire que c'est tout ce pays qui travaille pour la déstabilisation de la partie Est, ils sont responsables du sous-développement de notre région. Ils sont responsables des difficultés que nous connaissons au niveau de l'Afrique centrale. L'Ouganda qui joue un double jeu, c'est le même Ouganda aujourd'hui, dont les militaires font partie de la force de l'Est, censés combattre le M23. Donc, on peut se dire que vu que l'Ouganda joue un double jeu,
ça sera difficile de déloger le M23. Non, le problème, c'est lui. C'est que le problème, Parce c'est qu'ils les ont des commandements. informations sur des opérations militaires. Le problème, ce ne sont pas les individus militaires ou soit des soldats sur le champ de bataille, c'est le commandement. Vous verrez que le chef d'État a réussi au moins à ravir le commandement pour donner ça au niveau du FARDC. Ce sont les FARDC qui ont les commandes, qui ont la commande des opérations, même avec la force mixte régionale. C'est nous qui avons la commande, c'est nous qui commandons les opérations sur le terrain. Le problème, ce ne sont pas des individus militaires, le problème, c'est un problème politique. Comme c'est un problème politique. Ça dépend, on peut avoir des Kenyans, des Soudanais. On peut avoir même des Français. Même des Français. Même des Russes. Mais le commandement. Si les commandements sont les commandements RDC et République catholique du Congo avec des personnes que nous maîtrisons très bien, ça ne posera aucun problème. Est-ce que vous ne craignez pas que cette force soit comme une MONUSCO? Parce qu'on décrit le fait que la MONUSCO est une force qui ne fait pratiquement pas grand-chose du point de vue militaire. Est-ce que vous ne craignez pas que cette force-là soit une MONUSCO 2? Non, écoutez, moi je pense que si on doit en toute objectivité avoir une force régionale pour à chaque fois intervenir, pour la paix dans la partie est de notre pays ou soit dans d'autres pays de la région. Moi je pense que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais en soi parce que nous avons accepté la MONUSCO, une organisation beaucoup plus vaste. Et pourquoi ne pas accepter une force au niveau de l'Afrique? Parce que les problèmes africains doivent trouver des solutions made in Africa aussi. Nous en sommes capables, malgré le fait qu'au niveau de l'Afrique, beaucoup de chefs de l'État sont encore jusqu'à présent des larbins de ces occidentaux, sont jusqu'à présent de lunchbots de ces gens-là qui travaillent aujourd'hui en leur faveur au lieu de travailler pour l'Afrique. Mais nous savons que nous pensons que des problèmes africains doivent trouver des solutions africaines. Donc, on peut compter sur une force au niveau régional pour parer à des problèmes du genre d'insécurité par-ci, par-là. Et alors, pourquoi pas? Très bien. On va toujours rester à l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Cette partie du pays, qui est le leader qui incarne cette partie du pays? On peut dire aujourd'hui que c'est Vital Kamerhe, c'est Modeste Bahati Lukwebo ou encore d'autres leaders. Qui sont les leaders aujourd'hui? Qui est le leader qui incarne la partie Est? Parce qu'on a vu, lors du déplacement de Vital Kamerhe, on a vu tellement de gens qui sont venus, tellement de gens, on ne sait pas, on se demande réellement si cette partie, si Bahati a encore même quelques personnes encore dans la partie Est. Écoute, moi je n'aimerais pas que nous puissions aborder sur base d'une masse de gens. Parce que tous les leaders en ont fait. Je dis bien tous les leaders en ont fait. Il y a aussi le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a fait du genre plein. Parce que maintenant c'est comme le Wenge, hein? C'est comme Wenge, musique à maison mère et puis Wenge BCVG. Il y a Augustin Kabouya aussi, le secrétaire général de l'UDPS qui a fait carton plein en Ituri. Et plutôt à Kisangani, il a fait carton plein. Donc pour dire qu'on ne peut pas établir le leadership d'un leader politique dans un coin sur base de la foule. Parce que la foule, il y a des curieux. Vous constaterez que des gens qui sont venus, quand M. Vital Kamerhe était à l'Est, il y a eu des groupes de gens qui l'ont traité de voleurs. C'était toujours dans cette foule. Il y a de ceux qui l'ont traité de voleurs. Non, pour dire qu'il y a eu des curieux. Il y a eu de ceux qui sont venus pour d'autres objectifs. Parce que vous ne me direz pas que tous ceux-là sont UNT. Non. Moi, je pense que si on doit statuer en termes de leadership d'un leader, on doit aller vers les élections pour voir ce que le parti politique de ces leaders a eu à donner. On ne peut pas changer des cartes en pleine législature. Il faut voir qu'est-ce que les partis politiques ou soit les regroupements politiques de ce leader a donné quoi en termes de élus. Parce que c'est là que se trouve le vrai leadership. Vous n'êtes pas leader personnellement, vous êtes leader avec votre formation politique. Vous constaterez que l'AFDC, d'abord en soi, a beaucoup plus des élus que l'UNT. L'UNT mosaïque, l'UNT allié, et AFDC allié a beaucoup plus des élus que l'UNT allié. Donc pour dire que jusqu'à présent, l'AFDC coiffe la partie Est en termes de leadership. Et par ricochet, le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Là, le choix est clair sur ça.
là-dessus. Donc, Si si Kamere et Bati vont aux élections dans l'Est, Bati va l'emporter haut la main. Non, la difficulté que nous aurons, c'est quoi? C'est que le nom d'abord de M. Vital Kamerhe a été entassé. A été entassé sur base de projets sans jour. Vous poserez la question à l'ensemble de la population, on dira qu'il y a de ceux qui se disent, M. Vital Kamerhe est sorti par des moyens politiques. Nous savons que c'est la justice, comme je vous ai dit tantôt. Moi, je n'aime pas émettre des avis sur des dossiers au niveau de la justice. Donc la justice a eu à faire son travail, mais l'opinion retient que non, il est sorti politiquement. Et c'est un monsieur qui a toujours... qui paie sur lui le soupçon de vol, de détournement de l'argent sur tous les 100 jours. C'est ce que l'opinion retient. Mais moi, je pense qu'avec cette image, avec cette connotation, c'est vraiment une gangrène à n'importe quel choix sur la personne de M. Vital Kamerhe dans n'importe quelle échéance électorale. Est-ce que vous êtes toujours unis comme avant? Non, nous les sommes toujours. Nous les souhaitons, mais malheureusement. Et l'UNC sont toujours alliés comme au départ, comme on l'a vu au départ. En tout cas, étant donné que nous sommes tous derrière les chefs de l'État, nous soutenons les chefs de l'État, même si le fait que l'UNC ces derniers temps s'est brillé et a un peu navigué dans le sens contraire, mais nous osons croire qu'on est censé rester soudés. On est censé rester unis. Nous, tout ce que nous avons comme force, unis derrière le chef d'État pour sa réélection en 2023. Mais au moins, je dois dénoter que l'attitude de certains cadres de l'INT reste à désirer parce qu'ils tirent à boulet rouge sur le professeur du Sénat, le professeur Modeste Sebatuluko, le président du Sénat. Ils tirent à boulet rouge et moi, je ne sais pas pour quelle fin. Parce qu'il y a aussi un autre aspect. Ils se disent que non, voilà, pour nous faire une santé, faire une santé politique, devant chasser le professeur Modeste Sebatuluko, on doit mettre les bâtons on doit lui mettre des bâtons dans les roues pour que nous puissions le mettre hors jeu. Or, ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. On devrait fonctionner comme un bloc inextricable. Mais les attaques viennent de l'UNC. Bon, nous les recevons sportivement. C'est sportivement que nous recevons cela. Mais ils doivent savoir que ça ne sert à rien d'éterniser l'image des gens, tout cet soir. On doit rester objectif. On doit rester beaucoup plus, comment dirais-je, on doit rester stratégique. Hein. On ne doit pas se rabaisser jusqu'à ce point. Les enjeux sont tels qu'on ne doit pas... Donc, on ne doit pas alimenter des guéguerres au niveau interne. Aujourd'hui, on ne sait pas si l'UNC va soutenir le président Tshisekedi en 2023. J'ai suivi des journalistes qui ont accompagné M. Vital Kamerhe lors de la tournée. Je cite Yves Bouya, un journaliste Yves Bouya que je connais aussi très bien. Il a dit que le chef de l'État ne doit plus compter sur M. Vital Kamerhe. Donc, comme dit dans l'entourage de M. Vital Kamerhe... Ce confrère est-il le porte-parole de l'UNC? Je ne pense pas. Est-ce que vous prenez ça pour argent comptant? Il était sur terrain. Il a été invité soit par l'UNT, il a été invité par l'UNT. C'est ce que ces gens-là ont dit. Donc, l'UNT, l'UDP, soit les chefs d'État ne doivent pas compter sur l'UNT. Donc, pour dire que dans l'entourage du chef de l'État, plutôt dans l'entourage de M. Vital Kamerhe, en tout cas, le nom de l'actuel chef de l'État ne passe plus. Si je dois comprendre ce qu'il lui a dit, lui, c'est un journaliste. Il y a aussi Anguille Souroche. Ce qu'on raconte, c'est que l'accord de Nairobi donnait un retour au président de l'UNC, d'autant plus que c'est lui qui soutient le président Tshisekedi en 2018. Et en 2023, ça sera l'UNC. Ça, c'est une information qui circule dans beaucoup d'états-majors, notamment à l'UNC. L'accord de Nairobi n'a pas connu un aboutissement heureux. Pourquoi? Parce que le premier chèque, c'était quoi? L'accord de Nairobi a en quelque sorte échoué, soit à 50% a échoué. Cela a échoué. L'accord de Nairobi, peut-être aujourd'hui, a réussi à nous donner un chef de l'État dépourvu d'une majorité parlementaire. Donc c'est déjà un échec parce que dans un système semi-présidentiel, on ne peut pas diriger quand on n'a pas la majorité parlementaire. Donc cet accord ne pouvait pas être appliqué mutatis mutandis. D'ailleurs, c'est déjà un échec. Les cartes devraient être... on devrait redistribuer les cartes, on devrait recalculer les choses. Parce que le chef d'État ne pouvait plus diriger. Oui, on est un chef d'État qui a dirigé avec un blocage pendant 2 ans. 2 années de blocage. Tout ça, avec les résultats de l'accord de Nairobi. Raison pour laquelle il fallait pour le chef d'État un large consensus. Un large consensus qui a abouti aujourd'hui à l'union sacrée. Donc, en dépit du Nairobi, on a aujourd'hui une union sacrée qui a octroyé au chef d'État, c'est que le chef d'État manquait, une majorité. Une majorité confortable qui permet au chef d'État de travailler, de mettre en place sa politique aujourd'hui sans qu'il y ait blocage.
comme cela fut le cas à l'époque du FCC CAS. Vous voyez? Donc, il y a une union sacrée qui a donné sur l'État ce qui a manqué. Donc, on ne peut pas aujourd'hui brandir l'accord de Nairobi. On ne peut pas aujourd'hui brandir le fait d'avoir accompagné les chefs d'État dans la campagne électorale pendant qu'il fallait qu'il y ait une union sacrée pour donner sur l'État ce qu'ils n'avaient pas. D'accord. Et dans cette union sacrée, il y a des gens qui ont eu à travailler. On ne peut pas aujourd'hui brandir l'accord de Nairobi comme ça. Ça serait du chantage mal placé. Quand est-ce qu'on peut avoir une majorité parlementaire? Est-ce à l'issue des élections ou au cours de la législature? Non, bon, c'est que la majorité parlementaire, c'est pendant la législature. Mais pendant la législature ou au terme des élections législatives? Non, c'est pendant la législature. C'est pendant la législature. Il faut qu'on vote d'abord le règlement d'ordre intérieur. Après avoir voté le règlement d'ordre intérieur, maintenant chaque député doit signifier son appartenance. C'est une coalition. Là, c'est une coalition. Non, c'est comme ça qu'on établit. Il faut lire le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, ou soit du Sénat, ou soit des deux chambres. Il faut d'abord, tous les élus sont là, et maintenant, ils doivent d'abord, on met en place un bureau d'âge qui aura pour rôle. Je vous explique comment ça se passe. Qui aura pour rôle de mettre en place le règlement d'ordre intérieur et le bureau définitif. Et après cela, et plutôt soit le règlement d'ordre intérieur, et par la même occasion, chaque député maintenant, une fois le règlement d'ordre intérieur est mis en place, va signaler son appartenance. Prévenez pour la législature. Les élections. Ça s'est fait toujours après, pendant la législature. Justement. Pendant la législature, les regroupements politiques et partis politiques qui ont compéti aux élections, maintenant signalent leur appartenance à la majorité ou soit à l'opposition. Pour notre cas, c'est fut, je pense, le 4 avril 2019 que les regroupements et partis politiques, voire même des indépendants, ont déclaré soit leurs appartenances, soit dans la majorité. Si je comprends bien, un député peut être élu sur la liste UNC ou FDC et déclarer appartenir à lui, au MLC. Non. Moi, je parle, non. S'il a été élu indépendant, là, il peut dire que non, je suis dans la majorité, je suis dans l'opposition. Mais les regroupements, je parle des regroupements politiques, de partis politiques et des indépendants. Ce sont les groupements politiques qui font des choix. Nous, on soutient le pouvoir en place, soit on est dans l'opposition. Et cela s'est fait pendant qu'il y a déjà dans la législature. Pour notre cas, je vous ai dit, non, c'était en avril 2019 où les députés ou soit des regroupements politiques ont eu à prendre position soit dans l'opposition ou soit dans la majorité. Et vous constaterez que pour les cas pour les cas des GGC, de ce moment-là où vous voulez en venir, pour notre cas, les députés ont déclaré pour une majorité présidentielle. Pour une majorité. Et la majorité doit soutenir qui? Un chef de l'État. Le chef de l'État, c'est qui? C'est le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, l'union sacrée, l'avènement. Tous ces députés du feu, bon, pas du feu, ça existe toujours. Tous ces députés qui étaient considérés comme étant du FCC, bien que le FCC n'est pas une plateforme qui est légale, tous ces députés qui étaient élus de l'ancienne famille, de l'ancienne majorité présidentielle du président Kabila, tous sont devenus de l'Union sacrée de la nation au cours de la législature. Non, il y a ceci. Le FCC n'existe nulle part. Si on doit parler objectivement et correctement, le FCC n'existe pas. Pourquoi? Par le fait que le FCC n'a pas une personnalité juridique. Tout comme l'Union sacrée. Il y avait des regroupements politiques. PPRD alliés. Tout à fait. Il y avait AFC alliés. C'est ça que je dis. Ce sont des regroupements politiques qui ont pris position pour soutenir la majorité en place. C'est ce que j'ai voulu dire. Est-ce que ça peut se faire? Par quel mécanisme un député peut-il changer de majorité, changer de famille politique au cours de la législature? On ne change pas de famille politique au risque de perdre son mandat ou soit son siège. Non, personne qui est venu à l'UDPS, tous ces députés, ou soit qui est venu à l'AFDC, ils sont toujours, ils continuent à rester ici. Mais je vous dis, d'abord, je vais vous dire une chose. Tous les députés du PPRD, au départ, ils se sont déclarés être de la majorité. Tous ceux qui sont venus avec cette plateforme de fait FCC, se sont déclarés être de la majorité. Il y a eu un changement au niveau du gouvernement parce que le gouvernement a vu les jours sous bas d'une coalition FCC Cash qui, d'abord, en réalité, les deux plateformes n'existaient que de fait. C'était des plateformes de fait. C'est là où il y a eu un peu des embrouilles. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, personne n'a renoncé à quoi que ce soit. Ils continuent à demeurer dans la majorité. Il y a des ceux de l'opposition qui continuent à rester dans l'opposition. De quelle majorité? De quelle majorité? La majorité au niveau de l'Assemblée, la majorité. En tout cas, la majorité c'est toujours la majorité. La majorité, c'est toujours la majorité. La majorité aujourd'hui,
La majorité parlementaire, voilà, si je dois... La majorité parlementaire. Parlementaire, oui, c'est la majorité parlementaire. Oui, la majorité parlementaire aujourd'hui, toujours comme d'habitude, a été favorable à l'actuel chef de l'État. Oui. Toujours, depuis 2018. Depuis. Parce que la majorité ne s'appelait pas FCC. La majorité parlementaire, FCC n'existait pas. Cette majorité qui a donné un gouvernement. Le gouvernement de l'Union Sacrée aujourd'hui, comme nous savons. Ilunkamba. L'Union Sacrée, ce n'est pas... L'Union Sacrée, ce n'est pas... Ilunkamba. Oui. L'Union Sacrée, oui. Non, Ilunkamba, oui, était venu avec, avec la coalition FCC-CAS. C'était la coalition FCC-CAS. Il faut qu'on sépare. Il faut qu'on puisse un peu faire la séparation entre ce qui est réglementaire et ce qui est politique. La coalition FCC-CAS, c'est politique. Ce qui est réglementaire au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'appartenance des élus. On doit créer cet écart-là, parce qu'on verra que dans la coalition FCC-CAS, qui était purement politique, entre deux coalitions, entre deux plateformes, FCC de fait et CAS de fait, ça n'a pas marché, ça n'a rien de réglementaire dans tout ça. Ben alors, c'était un arrangement très politicien, ça peut ne pas tenir, et puis bon, les choses normales doivent continuer, suivre leur cours normal. Mais aujourd'hui, la majorité, comme datant, a toujours été favorable à l'actuel chef de l'État. Maintenant, l'union sacrée, c'est un état d'esprit. Et que les gens adhèrent, c'est une vision du chef de l'État, une vision du chef de l'État pour que les choses soient faites autrement. Parce qu'il y a eu blocage. Vous avez vu le blocage qu'il y a eu avec la coalition FCC-CAS. Comment expliquez-vous que certains députés du PPRD, certains soient dans l'opposition, d'autres dans la majorité, dans votre majorité? Non, écoutez, les élus du PPRD, un député du PPRD ne peut pas être dans l'opposition pendant qu'il avait déjà signé en avril 2019 pour appartenir à la majorité. Non, cette majorité n'existe plus. Hein? Cette majorité n'existe plus. Non, la majorité existe, il faut aller voir le règlement d'ordre, il faut aller voir Vous parlez de quelle majorité exactement? La majorité parlementaire. Mais cette majorité... existe toujours. Elle existe bien sûr, mais ce n'est pas la même majorité que nous avons connue. Non. Les deux premières années. Les deux premières années, la majorité avec quel nom? Nous avons une majorité. Quel nom? Des députés. Vous dites? Avec quel nom? Parce que vous ne voulez pas qu'on parle. Moi, je vous parle, la majorité présidentielle est toujours favorable au chef de l'État. La majorité de députés sont favorables au chef de l'État depuis le départ. Vous voulez parler maintenant de quelle majorité qui avait quel nom? Je parle des députés qui soutenaient. Parce que moi, je veux qu'on puisse parler objectivement. Hein? Moi, je ne veux pas qu'on puisse amener des débats. Non, avant la majorité, c'était FCC. FCC n'existait pas. FCC n'a pas de personnalité juridique. Mais l'Union Sacrée a une majorité de personnalité juridique. Pas du tout. L'Union Sacrée aussi, c'est une plateforme de fait. Comme on dit, c'est une vision seule du chef de l'État que nous venons adhérer pour servir, pour travailler, pour changer les paradoxes du travail. Maintenant, travailler pour le bien-être de la population. D'accord. Moïse Katumbi, aujourd'hui, c'est un allié ou un opposant? Moïse Katumbi, c'est un mythomane. C'est un mytho. Oui, c'est un mythomane. Un mytho qui appartient à l'Union Sacrée. Moïse Katumbi est de l'Union Sacrée, mais les actes qu'il pose avec ces gens dérangent encore l'Union Sacrée. Bon, c'est la démocratie, on le lui concède. Voilà tout ce que je peux dire de M. Moïse Katumbi. C'est la démocratie, vous le lui concédez. On le lui concède. Vous le lui concédez. Oui. Alors, pour finir, la toute dernière question. On dit que le président Tshisekedi, certains disent que le président Tshisekedi, ça ne vient pas de moi, qui ne respecte pas les contrats qu'il signe avec ses alliés, ses partenaires. Avec Kabila, moi, je pensais avec Moïse Katumbi. Je pensais que vous me poserez la dernière question sur les dossiers Congo Airways. Non, c'était pour blaguer. Avec Jean-Marie Kalumba. C'était pour blaguer. Non, là, c'est un faux débat parce que la charge de preuve incombe à la personne qui a l'aide des faits. Il ne faut pas se Péro Loara, il ne faut pas être comme lui un jour. Hein. Non, c'est une question que je pose. Non, bon. Je reviens sur votre question, bien que... Non, allez-y. Votre question, c'était sur... le chef d'État ne respecte pas ses engagements. Ne respecterait pas. C'est une question conditionnelle. Cela n'engage qu'aux gens qui ont dit cela. Hein. Moi, jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore vu. Nous ne l'avons pas encore expérimenté au niveau de notre parti politique, ou soit regroupement politique. D'ailleurs, raison pour laquelle on le lui a déjà, nous l'avons plébiscité comme notre candidat en 2023. Alors, des gens qui allèguent ce genre de propos doivent apporter de preuves de leurs allégations. Et bien, alors, je ne sais pas d'où ils tirent ça. Bon, c'est normal, on est en politique, des fois pour avoir des intérêts, pour pousser l'autre à te donner ce que tu veux. C'est aussi possible de lui imputer certaines choses qu'il n'est même pas, juste parce que tu veux aussi
te faire une santé. Merci beaucoup. Sur le plan politique. Mais pour le cas des dossiers de Congo Airways... Patrick Makanga, on est à la fin malheureusement. J'atterris dans 30 secondes. 30 secondes rapidement, s'il vous plaît. Oui, pour le cas du Congo Airways, en tout cas, ce sont des lanceurs, ce sont des agitateurs qui veulent, comme je vous ai dit au départ, qui veulent mettre le bâton dans les roues du président du Sénat, le professeur Modeste Rétrocommission, 20%. Non, ce sont des racontards. Des gens qui ont dit ça apportent de preuves au niveau de la justice. Et d'ailleurs, si le dossier est au niveau de la justice, pourquoi les gens s'agitent? Pourquoi on cherche à incriminer? Pendant que, même si le professeur Modeste Batouloukou était incriminé, il jouirait de la présomption d'innocence. Voilà comment les gens se rabaissent. Pour Perrault Loire, on sait que c'est son dû qu'il percevait à l'époque de Tambo Mamba qu'on a coupé. Et ça l'a dérangé, il crie par-ci par-là. Makanga, cadre de l'AFDC, merci beaucoup de c'est moi qui vous remercie, présence ici chez nous. C'est pas la dernière fois qu'on vous reçoit. Pas du tout. De temps en temps, on sera dispo. À la prochaine, mesdames et messieurs. Un débat ouvert. Hein. Très ouvert. Non, c'est fini. On peut... Ah, ok. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.